Bonjour à tous, désolé pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission. L'actualité est marquée ce matin par des activités d'organisation de la sous-région alors que l'Alliance des États du Sahel tenait son tout premier sommet samedi qui a abouti à des décisions concrètes. La CEDEAO organisait dimanche son 65e sommet des chefs d'État marqué par un huis clos de 2 heures de temps et une conclusion à la limite d'indifférence au sujet de ce que font le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous allons mettre ces deux actualités ensemble et procéder à une analyse avec notre invité Hamzat Ablaye, spécialiste des questions internationales et passera par ici partager ses avis avec nous. Une autre invitée est aussi dans Actu Matin ce matin, c'est Irène Enialoko, technicienne de laboratoire et très investie dans le domaine de l'équipement en infrastructure des écoles au Bénin. Sa bataille depuis des années travailler à offrir un cadre infrastructurel de formation adéquate aux élèves du Bénin, avec elle nous allons examiner ce qui ralentit la volonté du Bénin à former des cadres adéquats pour un avenir citoyen conforme à la vision de développement du Bénin. Dans la journée ce matin, les sujets sont assez diversifiés, allant des questions concernant les organisations régionales à la politique au plan national. Nous allons faire un tour rapide de leur production ce matin. Voici la une des journaux. Fraternité pour commencer. Préparatifs des manifestations du 1er août, la place de l'Amazone sécurisée, ambiance sur le chantier. Incendie dans la zone commerciale de l'ENA-UAC, un triste bilan, le film du drame en Afrique de l'Ouest, 2 sommets, un immense gâchis et des impasses. Et puis législative en France, la gauche en tête devant les macronistes et le RN. Lancement officiel de la foire artisanale de Nati Tengu, découvrez le talent et le génie créateur des artisans. Le matinal, délocalisation du grand marché du Bénin, un projet envisagé sur le site de Dantokwa. Le gouvernement lève les craintes. Matin libre, Bénin Niger, Théodore Olo, j'ai espoir pour la réouverture des frontières. L'autre quotidien, France, législative, la coalition de gauche remporte la majorité et gâche les plans de l'extrême droite. Le Télégramme, délocalisation du plus grand marché du Bénin, ce qui justifie le démembrement de la zone économique de Dantokwa. Que devient Cotonou sans le grand marché d'Dantokwa? Grosse question que se pose donc le journal. L'événement du jour, occupation anarchique des cages flottantes sur le lac Tohou. Le gouvernement pour une cohabitation pacifique entre riverains et pisciculteurs, amélioration des performances des administrations locales au Bénin. Louis Quatrepoix appelle les acteurs communaux au renforcement de l'esprit d'équipe. Le quotidien L'Observateur, régulation des médias au Bénin, Édouard Loko, une longue carrière jalonnée de succès et de contributions significatives. Nous sommes avec Nord-Sud Quotidien à présent à Nîmes. La démission de DG n'est pas encore consommer. La relève info, investissement dans l'humain. Martial Pochan à l'ONU, lire l'appel de Genève fortement applaudi de l'institution de lettres. Nous sommes avec décryptage info, à peu près le même titre, économie de lettres. Martial Pochan défend 10 principes fondateurs à l'ONU. Voici chez vous, Visa Info, Jeux Olympiques de Paris 2024, le Bénin représenté par 5 athlètes. Découvrez leur visage. Il y a Nouali Yarigo, Valentin Ouinator avec des qualités directes, Didier Kiki, Roger Padé, Eliane Douillet. Vous avez tout sur le portrait. La tribune de la capitale, premier championnat national de mini-football au Bénin. Les dés sont jetés au stade René Pleven à Papa. L'affiche du jour, Lokosa, deux individus arrêtés pour trafic d'êtres humains. Passons maintenant à Djakpata, secteur des médias au Bénin. Les députés déplorent la précarité des journalistes et font des souhaits. Sortie frauduleuse de la Kadjou du territoire national. 8 camions interceptés à Banté, le commissariat de Gouka à l'œuvre. Nous sommes là avec le quotidien Le Potentiel. Voici le Soleil Bénin Info. Réalisation de la route Ouida commencé à Lada. En attendant la fin des travaux, les commerçants doivent serrer l'aide et fraternité pour la deuxième fois chez vous ce matin. Préparatif des manifestations du 1er août, la place de l'Amazone sécurisée. Ambiance sur le chantier, le journal est allé constater. Incendie dans la zone commerciale de l'ENA-UAC, triste bilan, un film, le film du drame. Vous êtes proposé par Fraternité ce matin. Législative en France, la gauche en tête devant les macronistes et le RN. Lancement officiel
de la foire artisanale de Nati Tengu, découvrir le talent et le génie créateur des artisans. Voilà donc ce qu'on peut retenir la une des journaux ce matin. Et puis cette information assez surprenante ce matin dans les colonnes de fraternité. Vous êtes à la page 2 par exemple, supposée démission à l'ANIP, Wilfried Ngbedi, qui dit que M. Pascal Niamoulinda demeure encore le directeur général de la structure. Découvrez un peu son argumentaire dans les colonnes du journal. Et puis vous avez cet incendie assez curieux qui a eu cours la semaine écoulée dans la zone commerciale de l'ENA à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a un triste bilan là-bas. Avec d'énormes dégâts matériels. Fraternité revient un peu sur tout ce qui s'est passé à l'occasion. À la page 9, vous avez l'interactualité, notamment avec ces deux sommets, ma foi, qui ont eu cours le samedi avec les États de l'Alliance AES et puis l'autre le lendemain, dimanche notamment, avec, dois-je dire, les chefs d'État membres des pays membres de la CEDEAO. On en parle tout à l'heure avec notre invité Hamzat Ablaï qui est spécialiste des questions internationales. Au-delà des limites du continent africain, vous avez que Fraternité est captée par ce qui s'est passé en France ce week-end. C'était la législative, le deuxième tour, avec, ma foi, la coalition de gauche qui vient en tête devant les macronistes, puis le RN. Alors, quelles sont les statistiques et quels sont les enjeux en cours? Fraternité vous fait de la lumière. On va passer maintenant au bulletin de l'information ce matin avec Teddy Goudalo, que vous avez vu il y a bien longtemps par ici. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bien bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de votre bulletin à présenter, les rencontres Africa 2024, elles s'ouvrent ce lundi même à Cotonou et prendront fin le 13 juillet prochain. Plus de 1500 délégués venus de 24 pays de plus de 50 entreprises francophones y sont attendus. À cette occasion, l'Assemblée internationale des régions francophones va tenir son assemblée générale. En tout cas, Angelo Arwandino, que vous avez à l'image là, maire de la commune d'Abomey-Calavi, nous donnera beaucoup de détails sur ces rencontres dans un instant. Et puis, mise en œuvre du projet culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est une initiative de Valère Oudjanoukon à travers l'association Jeunesse Défi 2020. Son objectif est de permettre à la jeunesse de ce arrondissement de s'épanouir et de prendre et de leur apprendre des métiers d'avenir à travers des formations. Au moins 300 jeunes y prennent part. Voici le bulletin. Du 8 au 13 juillet 2024, la ville de Cotonou sera la capitale de la francophonie avec plus de 1500 délégués venus de 24 pays, t'es dit, et plus de 50 entreprises francophones présentes. Tanguy, c'est bien dans le cadre des rencontres Africa 2024 qui vont se tenir au Palais des Congrès à Cotonou. À cette rencontre, des rencontres de réseautage, des rencontres, des échanges B2B et des visites touristiques sont prévues. Par la même occasion, l'Assemblée internationale des régions francophones va tenir son assemblée générale. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandino. Nous aurons donc deux événements importants. Il y aura la rencontre Africa qui regroupe des grands opérateurs économiques au plan international qui viendront rencontrer ici les opérateurs économiques, les entrepreneurs du Bénin pour des échanges B2B. Couplé à cela, l'Assemblée internationale des régions francophones, l'ARF qui a été créée en 2002 en France à Lyon par des régions francophones et qui également va tenir son assemblée générale ici à Cotonou, puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Alors, l'ARF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elles et les rencontres Africa pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, de rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où
rencontre Africa et l'ARF qui se tiennent simultanément à Cotonou au Palais des Congrès. Il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique de Glodjigbe, la GDIZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats. Et il a même le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Le ministre du Commerce se chargera de l'ouverture de l'Assemblée des rencontres Africa et celle de l'ARF sera donc officiellement lancée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Akoteyon Raphaël. Donc, les collectivités territoriales du Bénin y sont également associées. Vous l'avez bien compris, il s'agit de deux rencontres internationales que le Bénin s'honore d'abriter. Et pour le maire de la ville d'Abomey-Calavi, le Bénin a assez de choses à gagner. Je vous invite à nouveau à suivre les propos du maire de la ville. Les rencontres sont capitales pour notre pays et apportent beaucoup de profit pour le Bénin. Le Bénin qui s'est déjà révélé en matière d'organisation des rencontres internationales. Nous avons l'IMF qui a eu lieu ici, et également une rencontre internationale des jeunes par le biais de UNFPA, également qui a été organisée avec brio en 2023 et 2024. Nous avons eu à organiser beaucoup de rencontres internationales. Cette fois-ci, c'est le tour de l'ARF et qui va apporter beaucoup de plus-value au Bénin. Les hôteliers qui vont en tirer profit, les restaurants qui vont en tirer profit, les opérateurs GSM, les conducteurs. Donc, c'est une chaîne. Les artisans, les artistes, c'est une chaîne de développement économique. Ajouté à tout ça, les profits que les collectivités territoriales auront aussi attirés avec des partenariats entre d'autres collectivités. Pareil pour nos opérateurs économiques qui, grâce aux échanges B2B, auront beaucoup de contrats à conclure, auront beaucoup d'opportunités. Tout ceci concourt au développement de notre pays. Tous ceux qui sont concernés, que je viens de citer, soient effectivement présents à ces rencontres B2B pour de très bonnes relations, de très bonnes coopérations Sud-Sud et Nord-Sud pour un rayonnement de l'économie béninoise. À l'instant, Angelo Évariste Arwandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, en image à présent des acteurs de la filière avicole étaient en formation semaine écoulée à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Objectif, mieux contenir la demande en matière de consommation de viande au Bénin, une demande qui devient de plus en plus croissante de nos jours. La formation, elle, fait suite à l'option faite par le gouvernement de mettre l'accent sur la production locale en réduisant et même en mettant fin d'ici à l'importation de la volaille. Détails à suivre dans nos prochaines éditions avec Asiongmo Kain Asiongmo et Rachidi Soubero. Pour finir, en titre, l'association Jeunesse Défi 2020 a organisé la 6e édition du projet Culture de quartier dans le 3e arrondissement de la ville de Cotonou. C'est une initiative de Valère Oundjenoukon dont l'objectif est de permettre aux jeunes de s'épanouir et de leur apprendre des métiers d'avenir à travers des formations. Au moins 300 jeunes participent à cette initiative qui va durer un mois. C'est le chef du 3e arrondissement, représentant le maire de la commune de Cotonou, qui a officiellement lancé les activités. La 6e édition du projet Culture de quartier est lancée ici dans le 3e arrondissement de Cotonou. Des jeunes filles et garçons vont se faire former pendant un mois à des métiers tels que la coiffure, le make-up, la photographie, le chantournage, le maraîchage.
Le projet est initié par l'association Jeunesse Défi 2020, dont le président a été un bénéficiaire en 2002 avec l'UNESCO à travers une organisation de la place. Depuis lors, nous avons estimé qu'il faille et qu'il est nécessaire, même impératif, que nous passions la main à la génération qui vient. D'où l'initiative depuis 2019 de permettre à des jeunes, à des apprenants, à des étudiants, à des élèves et même des déscolarisés, voire des ménagères, de profiter de ce projet appelé culture de quartier qui consiste à les rassembler au sein d'un creuset pour leur donner des formations à des métiers pratiques demain. En 2019, 80 jeunes étaient inscrits au projet, mais 45 en ont finalement bénéficié. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 à s'inscrire. Occasion pour eux d'adresser leur gratitude à l'association Jeunesse Défi 2020 et surtout à son président qui leur permet de mieux passer leur temps de vacances à travers ces différents ateliers en collaboration avec les collectifs des artisans. Au nom de tous les apprenants ici présents, je prends l'engagement de suivre rigoureusement et fidèlement cette formation pour un avenir meilleur de notre nation. Vous les apprenants qui avez accepté venir dans nos centres de formation pour apprendre, je vous dis félicitations. Et en même temps, je vous dis nous avons les bras ouverts pour vous accueillir. Depuis sa mise en œuvre, la mairie de Cotonou accompagne le projet de la plus belle manière. Les chefs quartiers, le chef du 3e arrondissement et bien d'autres partenaires soutiennent également l'initiative. Ils sont ici remerciés par le promoteur dont l'engagement pour l'épanouissement de la jeunesse est apprécié et salué par tous. Votre président porte bien le nom de l'association qui est Jeunesse Défi. Il relève chaque année un défi. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire ce progrès en si peu d'années. Cela prouve qu'il fait du sérieux avec vous. Le CA que je suis, je prends l'engagement toujours d'accompagner le projet. Et je ferai de mon mieux chaque fois pour que ce projet puisse avancer. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons jusqu'à 500 participants. Le représentant du maire invite le promoteur du projet Culture de quartier à étendre cette dynamique dans la ville de Cotonou. Par ailleurs, il faut noter que le projet se développe déjà dans la commune d'Adjaouéré et sera lancé le 13 juillet prochain. À l'instant, Ouliat Sanoussi, c'est tout pour ce bulletin matinal. Je vous invite à prendre le rendez-vous de 13h pour la grande édition de la mi-journée. Ce sera avec Eric Guédénon à la présentation. Tanguy Agoyi, je vous retrouve demain. Merci beaucoup à vous, Tédé Goudala, pour la présentation de ce bulletin d'information. Eric, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le forum de discussion. On va opiner sur le commentaire promis par Franck Aounou. Ce sera autour donc de la thématique liée à cette rencontre samedi entre les États membres de l'AES, devenue désormais une confédération. On fera le débat. Voici maintenant chez vous notre invité ce matin. Je vous ai annoncé deux invités ce matin. Le deuxième, je vais commencer à vous le présenter, celui-là même qui va opiner sur une thématique dont on va discuter lors de nos débats. Il s'agit donc de l'actualité sous-régionale avec deux rencontres de deux institutions le week-end, le samedi. Les pays membres de ce qui s'appelait l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'étaient donc réunis à Niamey pour discuter de leur avenir. C'était la toute première fois. On parlera de cela avec Hamzat Ablaï, qui est notre invité tout à l'heure. Il va opiner aussi sur le rendez-vous le lendemain des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. C'était le 65e sommet des chefs d'État appartenant justement à cet espace économique et social. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? On va évoquer tout cela avec notre deuxième invité. Notre première, puisque c'est une dame, Irène Enialoko, spécialiste des questions éducatives, technicienne de laboratoire. Madame Enialoko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Vous êtes là surtout pour qu'on voie un peu, qu'on discute un peu des questions liées aux infrastructures au profit de l'école béninoise. Alors, quelle est l'importance, vous qui êtes une technicienne, des infrastructures
infrastructures, notamment de ce type-là, dans la formation d'une élite, surtout quand on parle d'école? Merci, M. Tanguy. Donc, c'est très important ce volet. Et lorsqu'on fait les sciences à l'école secondaire, donc dans les collèges, c'est important d'avoir des infrastructures adéquates et sécuritaires pour que les apprenants puissent y travailler, puisque l'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre toute la théorie qui a été enseignée en classe, de l'expérimenter, et ça permet à beaucoup d'élèves de mieux comprendre leur cours théorique et de relier cette expérience à leur vie quotidienne. Alors, vous êtes très engagé, il faut le dire, dans beaucoup d'actions liées justement à l'installation de bonnes infrastructures, etc., pour encadrer. Quelles sont vos actions sur le terrain? Et évidemment, nous avons eu l'idée de créer Partage la Science, qui est un projet et qui équipe certaines écoles du Bénin. Pour l'instant, on ne couvre pas tout le territoire, bien sûr. Donc, nous donnons du matériel scientifique. Nous donnons également des livres pour équiper les bibliothèques, parce qu'on s'est rendu compte que les bibliothèques sont vides, les jeunes ne lisent pas, ils sont accrochés à leur téléphone. Donc, il faut revenir aux livres et puis y découvrir le savoir et leur permettre d'avoir d'autres activités que d'être sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais on met très peu l'accent sur la construction du laboratoire. Vous avez compris pourquoi? Oui, c'est comme si vous êtes dans mon cœur. Nous équipons, mais on s'est rendu compte que sur le terrain, les laboratoires, beaucoup sont délabrés et ils ne répondent pas aux normes. Il n'y a pas assez d'espace pour faire du rangement. Donc, présentement, nous avons en vue un projet de construction d'un laboratoire scolaire moderne pour une ville que je ne voudrais pas dévoiler ici pour l'instant. Et quelle est son importance, en effet? Et puis, ça fait comme une goutte d'eau dans un océan. Oui, on pourrait dire ça, mais ceux qui ont été déjà des bénéficiaires sont très heureux et savent que notre apport a fait quand même une grande différence. Par exemple, nous avons un collège dans lequel nous avons créé une classe scientifique justement parce que nous voudrions pouvoir suivre cette cohorte d'élèves pour savoir si le fait de faire plus de laboratoires dans leur cursus scolaire, est-ce que ça apporte un plus par rapport aux autres qui n'en font pas assez. C'est sûr que le matériel, ça sert à tout le monde, mais eux autres, ils en font un peu plus que les autres. Et à la fin de leur cycle, quand ils vont finir le secondaire, on pourra en ce moment évaluer. Et ces enfants de cette classe scientifique que nous avons créée sont déjà en classe de 4e et passent en classe de 3e. Donc ça fait déjà un peu plus de 3 ans que nous avons initier tout ça. Et nous avons besoin de l'accompagnement des Béninois, de toute la communauté, parce que ce grand laboratoire scolaire que nous voulons construire, c'est peut-être le premier, et ça va être du socio-financement. Il faut que tout le monde se sente concerné. Ça va se passer comment? Tout le monde doit se sentir concerné par l'école, parce que l'école, c'est la base de tout, et l'école doit être au cœur du développement d'un pays. Bah, on a l'impression, enfin, c'est pas l'impression, la Constitution fait obligation à l'État d'assurer justement ce cadre-là. Pourquoi est-ce que les privés devraient s'en mêler, les citoyens devraient s'en mêler? Les citoyens devraient s'en mêler parce que c'est l'affaire de tout le monde et tout le monde passe par l'éducation et lorsque les écoles forment, le produit de l'école sert à tous les niveaux de la nation. Donc, l'école, c'est vraiment la base, c'est important. Et tout le monde doit se sentir concerné. On doit impliquer tout le monde. Ce n'est pas juste l'affaire des gouvernants. C'est l'affaire de tous, à tous les niveaux. Et comment on se mobilise? Et pour le financement? Pour le financement que vous envisagez? On a des plans que nous ne voudrions pas dévoiler pour l'instant. Nous allons prendre le temps d'analyser tous les contours et de prendre les contacts qu'il faut. Et puis, nous pourrions lancer, quand tout ça serait fini, une collecte de dons qui sera accessible à tous. Même le vendeur de pain peut juste donner 100 francs. Ce sera sa participation à la construction de ça.
Pour comprendre, si je comprends bien, c'est que tout le monde doit cotiser, en tout cas, peu importe la taille de sa bourse, c'est ça? Exactement. Il n'y a rien qui est à négliger, il n'y a pas un montant qui sera fixé. Tout le monde doit y contribuer, c'est l'idéal. Mais est-ce que l'appel aux partenaires n'est pas beaucoup mieux que d'obliger des gens à se cotiser? Moi, je me dis, ça fait 60 ans qu'on fait appel aux partenaires et que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous nous disons indépendants, mais nous ne le sommes pas, nous sommes dépendants d'eux. Donc, c'est pour ça que moi, idéalement, j'aimerais pas que ce soit des partenaires financiers. Et moi, je vis à l'étranger, vous savez que je vis au Canada, je pourrais faire des démarches pour voir qu'est-ce qui est possible d'apporter financièrement, mais moi, je ne le veux pas. Je veux qu'on se l'approprie, qu'on dise que c'est notre chose. Tout le monde est concerné et qu'on ne dépende pas des autres. C'est notre école, c'est à nous de savoir ce que nous devons en faire et de le faire à notre façon et qui nous ressemble. Donc, moi, je m'engage, par exemple, à aller chercher de l'équipement comme je le fais. Et depuis quelques années, à chaque année, j'essaye d'envoyer des choses intéressantes à cette école, justement en vue de ce projet grandiose que nous avons envie de faire. C'est un rôle de l'État, je le disais tout à l'heure. L'État a aussi les moyens de mobiliser les ressources des citoyens, notamment à travers le budget de l'État. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas, je dois dire, une priorité qu'il faut faire dans, je dois dire, les démarches de financement de l'école en matière d'infrastructure? En principe, le financement de l'école, des écoles, de l'éducation en général, revient au gouvernement qui doit essayer de trouver une part dans son budget. Mais on constate que ce que l'État apporte n'est pas suffisant. Les écoles n'ont pas assez de moyens pour fonctionner. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. Et moi, j'ai parcouru déjà beaucoup d'écoles parce que depuis que je fais, ça fait 2 fois que je viens au Bénin. Donc, je fais la tournée, je vois l'état des écoles. C'est tellement délabré, que ce soit les salles de classe, les laboratoires, les bibliothèques. Ça ne répond pas aux normes du 21e siècle et ça fait pitié. Et c'est justement tout ça qui nous a poussé à penser à un projet de construction. Les salles de classe ne sont pas aux normes, des salles sans plafond. Et vous allez dans les laboratoires, les comptoirs, parfois c'est des éléphants blancs. C'est même pas carrelé. Vous avez le sol, le plancher qui n'est pas carrelé. C'est cassé un peu partout jusqu'à ce qu'on trouve du sable. Il y a des laboratoires qui n'ont pas de toit. Il n'y a pas de technicien de laboratoire dans les écoles. Le matériel est laissé à lui-même, pas entretenu, parce que évidemment, ça fait une charge de travail aussi pour les enseignants. Donc, il faudrait que les choses changent et qu'on développe la culture de technicien de laboratoire, pas dans les hôpitaux, mais dans les écoles aussi, pour aider les profs à préparer les laboratoires, parce que le technicien, il connaît mieux le matériel, il sait comment le monter, il sait comment en prendre soin, et également son rôle sera d'aider les élèves en classe et de pouvoir de faire en sorte que les laboratoires se déroulent bien. C'est très important, les laboratoires dans les écoles. On ne peut pas continuer à faire rien que de la théorie dans les écoles. Et l'autre problème également, il faudrait penser à la formation de ces enseignants. Je pense que beaucoup sont de ma génération. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des laboratoires quand j'étais au secondaire. Et ces enseignants aussi, pendant qu'ils faisaient leur formation pour devenir enseignants, ils n'en ont pas fait non plus. Et maintenant, on leur demande d'en faire pour les élèves. Ça doit être difficile, donc il faudrait qu'on pense à ça. C'est 2 aspects très importants de mon point de vue. La formation des enseignants, le recrutement et la formation des techniciens de laboratoire en enseignement des sciences pour qu'on puisse rénover notre école, penser autrement notre école sur ce volet auquel moi je m'attaque particulièrement. Cela va sûrement augmenter le taux de réussite de nos apprenants. Absolument. Madame Elianoko, un mot pour finir. Moi, je vais demander au gouvernement de pouvoir augmenter les subventions parce que pour l'instant, elles sont pas substantielles
Et nous allons faire également à toutes les bonnes volontés qui veulent aider l'école béninoise, les collectivités locales, les parents d'élèves aussi, ils sont déjà engagés, on le sait, mais on veut qu'ils le soient davantage pour aider l'école béninoise. Mais la plus grosse part revient à l'État, puisque c'est lui qui est le garant de l'éducation et il ne doit pas y dérober. Irène Nian-Loko, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je vous remercie, M. Tanguy. C'est tout un plaisir. Merci, un honneur aussi. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports. L'actualité des sports ce matin sur Actu Matin, ça s'appelle Sport Matin. Nous sommes avec le patron, Ali Mouni, bonjour. Bonjour. Deux compétitions qui retiennent actuellement en haleine, tiennent en haleine les férus du football et qui tendent progressivement vers la fin. On connaît depuis ce week-end les derniers carrés de l'Euro et de la Copa. Oui, Tanguy, après donc les rencontres des quarts de finale qui ont été disputées, on va rapidement faire le point de ces différentes compétitions qui se déroulent donc du côté de l'Europe et de l'Amérique. Bien entendu, pour ce qui concerne l'Euro, les quarts de finale ont eu lieu donc ce week-end, depuis déjà vendredi pour les premières rencontres de cette étape de la compétition. Pour ce qui concerne les différents résultats, voici le tableau. L'Espagne s'est imposée à l'Allemagne à l'arrivée. Score 2-1. Le deuxième but inscrit donc en toute fin de rencontre lors des 30 dernières minutes de prolongation, Tanguy. Et puis ce qui permet donc à l'Espagne de se qualifier pour les demi-finales. Ça fait donc, Tanguy, plus d'une trentaine d'années que l'Espagne n'a plus réussi à s'imposer à l'Allemagne sur son territoire. Ce qui est arrivé cette année en 2024. Le Portugal s'est incliné face à la France après un score nul et vierge de 0 but partout. Les deux équipes ont été séparées au niveau des tirs au but. 5 tirs réussis pour les Bleus contre 3 pour l'équipe de la Seleção. Il faut préciser que le Portugal s'était qualifié en 8e de finale lors des tirs au but également, malheureusement pour donc les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui n'ont pas réussi à se détirer avec le raté. D'ailleurs, il faut préciser de João Félix qui est entré en cours de rencontre. Pour ce qui concerne toujours ces rencontres des quarts de finale, l'Angleterre s'est imposée à la Suisse alors que cette formation de la Suisse était vraiment, je dirais, très en forme. Malheureusement, elle sort de la compétition. Elle n'a pas pu conserver son avance parce qu'il a fallu près de 3 minutes pour l'équipe anglaise pour revenir au score. Donc, à la fin de la rencontre, 5 tirs réussis pour l'Angleterre et donc 3 pour la Suisse. Et ce sont les Anglais qui passeront pour au prochain tour. Les Pays-Bas se sont imposés à la Turquie avec un retournement de situation, alors que les Turcs qui n'étaient pas pressentis à ce niveau ont, je dirais, bien démarré leur explication en ouvrant le score. Mais malheureusement, les coéquipiers de Memphis Depay vont, je dirais, revenir au score avec il faut préciser, la velléité de l'attaquant de Liverpool qui, je dirais, avec cette pression, a réussi à permettre donc à son équipe de revenir au score. Pour les demi-finales, on aura donc la rencontre Espagne-France. Ce sera à partir de ce 9 juillet à 20h. Et le lendemain, le 10 juillet, les Pays-Bas affronteront l'Angleterre. On se rappelle bien sûr l'Euro passé, mais c'était à l'étape des quarts de finale. Quart de finale en effet. Oui. Remporté par l'Angleterre. Oui, absolument. Allez, on va passer maintenant à ce qui concerne la Copa avec les différentes rencontres qui ont été disputées. Les carrés d'As, on connaît le carré d'As, ce sera donc entre l'équipe de l'Argentine et le Canada le 10 juillet prochain. L'Argentine qui s'était qualifiée lors des quarts de finale à l'issue des épreuves fatigues des tirs au but. Le Brésil est sorti également lors des tirs au but. L'Uruguay, bien entendu, malgré le carton rouge de cette formation. L'Uruguay affrontera la Colombie qui s'est imposée largement à son adversaire. C'était donc 5-0 pour cette formation de la Colombie qui a réussi à composter son billet qualificatif pour les demi-finales de la compétition. Tanguy. Et là, c'était du football. Hein? Ouais. En attendant justement de passer à une autre discipline, on peut s'intéresser un peu à la CAN Maroc 2025 avec justement les éliminatoires qui s'annoncent. On connaît déjà le groupe auquel appartient le Bénin, Fraternité, qui nous propose notamment en sa page 6 aujourd'hui le calendrier des rencontres du Bénin dans cette campagne-là, donc pour la qualification pour la CAN qui va se dérouler au Maroc pour l'édition
2025. Allez, on va changer, oui. Bien entendu, on y reviendra de long l'âge ce soir sur Canal Sport. Ce soir, hein, à partir de 21h, pour le grand format. Allez, on va changer de discipline maintenant, mais on retourne en Europe, Ali, pour parler cette fois-ci des Jeux olympiques et paralympiques. Le Bénin qui sera justement à Paris avec une demi-douzaine d'athlètes. La majorité est déjà sur place là-bas en France pour le stade de préparation. Ah oui, Tanguy, c'est la nouvelle dynamique en cours depuis peu au Bénin avec le ministre des Sports, Benoît Dato, qui a commencé la mesure, qui a annoncé bien sûr la mesure qui consiste à offrir une meilleure préparation aux athlètes béninois avant toute compétition. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans la parfaite réalité de cette initiative sur tous les plans. Peut-être que les périodes sont relativement courtes, mais pour les prochains JO, vous l'avez dit, un camp de préparation est initié pour permettre aux représentants béninois de peaufiner leur travail avant le jour J. Sur les images, vous l'avez bien constaté, les athlètes béninois ont visité les locaux du complexe sportif de Montfort-le-Génois, la piste athlétique, la piscine ou encore la salle de musculature et bien d'autres endroits équipés pour la pratique du sport de haut niveau. Je vous propose ici un extrait de l'un des athlètes béninois présents sur place. Faisal Achiba est qualifié pour les Jeux paralympiques. Alors c'est juste impressionnant parce que là on voit déjà Montfort-le-Génois, il y a 3000 habitants, on voit le nombre de sportifs qu'il y a, mais plus encore on voit à quel point le Bénin était attendu. Là on voit qu'il y a plein d'étoiles dans les yeux quand on regarde les athlètes. Ils sont là, ils sont présents, ils partagent aussi avec Montfort-le-Génois et ça c'est important parce qu'on sait que bientôt ils seront aux Jeux. Là ils arrivent quand même à partager avec nous malgré le fait qu'ils se concentrent pour les Jeux Olympiques et c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Parce que vraiment ça inspire aussi pour regarder les Jeux puis espérer des médailles, on va les suivre, c'est juste exceptionnel. On est vraiment ébloui par le Bénin, moi je sais que le Bénin j'adore et on voit vraiment qu'il y a une volonté en fait d'aider les autres, une volonté de partager avec les enfants, les parents, avec toute la commune. Et c'est pour ça que c'est impressionnant. On est là du coup pour le Bénin, on est derrière eux, tout le monde a envie de se mettre derrière eux parce qu'il y a un vrai partage et c'est ça vraiment qui fait plaisir. Alors pour moi c'est très important parce que j'ai grandi ici dans cette commune de Montfort-le-Génois de 3000 habitants. Donc pour moi c'est très important qu'une commune aussi sportive et aussi dynamique comme la mienne, comme la nôtre de Montfort, avec des installations sportives aussi développées pour la taille de notre ville, qu'on puisse accueillir une délégation, la délégation du Bénin. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager ensemble et s'inscrire vraiment dans la dynamique olympique que représentent les Jeux de Paris 2024 pour la France. Bon, ça me donne qu'une envie, c'est de retourner sur les pistes, aller m'entraîner. Pourquoi pas m'entraîner avec eux? C'est un vrai plaisir de savoir qu'on a des athlètes béninois qui vont participer aux Jeux Olympiques, qui sont chez nous à Montfort. Donc, je leur souhaite tout le meilleur. J'espère des médailles, beaucoup de médailles. Il faut en laisser aux Français, mais je suis derrière vous, je suis derrière également la sélection béninoise. Allez, à l'instant, vous venez donc de suivre les propos donc de Kevin Laurent, triple sauteur, et Leila Hertaud, triple championne du monde de karaté. Donc, deux athlètes, deux vedettes françaises qui font partie des soutiens du Bénin, donc déjà en place, de l'équipe béninoise déjà en place. Donc, du côté de la France, je disais tantôt, après la visite donc des installations, il y a eu donc les athlètes béninois qui ont apprécié. On va suivre particulièrement l'avis de Faisal Achiba. C'était très chaleureux depuis hier. La ville de Montfort-le-Génois, dirigée par son maire, nous a bien accueillis. Et je vois la différence de ce préparatif par rapport à celui de Tokyo 2020. Nous avons visité les installations que les partenaires ont mis à notre disposition pour nous préparer. Nous avons visité les lieux et découvert nos salles de musculation où les équipements qui sont mis à notre disposition sont des matériels de pointe. Je pense que tout ce qu'il y a à faire est déjà disponible. Tous les armes qu'il faut sont déjà disponibles. Ça dépendra de nous maintenant pour gagner cette compétition.
Allez, tout à l'heure, dans les propos de Faisal Achiba, vous l'avez entendu parler donc de l'accueil qui leur a été réservé. Donc, avant le début de stage, les résidents ont manifesté leur amour aux athlètes béninois. Un accueil d'ailleurs qui leur plonge déjà dans l'ambiance des Jeux Olympiques. Pour tout corroborer, la mairie a organisé dans l'enceinte du complexe sportif de la ville une soirée en l'honneur de la délégation olympique du Bénin. Les habitants de Montfort-le-Génois ainsi que ceux des communes avoisinantes se sont déplacés en nombre pour accueillir dans la ferveur les athlètes béninois. Suivons ici donc le reportage d'une journée d'activité avec les ambassadeurs béninois aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un peu d'un mois avant le démarrage des Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes béninois se plongent déjà dans l'ambiance de la compétition. Même s'ils ne sont pas encore dans la ville qui accueille l'événement, les représentants béninois sont depuis quelques jours en France, précisément à Montfort-le-Génois. À l'évidence, l'accueil est motivant puisque les athlètes béninois sont honorés à l'occasion d'une soirée solennelle. Plus de 500 résidents de la ville se sont mobilisés pour les célébrer. Les résultats qu'on voit ici dans la ville de Montfort, tous ces sportifs qui font toutes ces performances, on est juste impressionnés. Donc on vraiment voulait vous féliciter la mairie et tout ce que vous faites avec votre équipe municipale. On est vraiment impressionnés, on a été accueillis comme des rois et on voudrait vraiment vous remercier tous autant que vous êtes. Merci beaucoup. Pour cette journée de mobilisation, les athlètes béninois ont également pris contact avec les enfants. Moment unique pour ces élèves de côtoyer les athlètes olympiques avant la compétition. Le décor est ainsi bien planté. La demi-douzaine d'athlètes béninois au JO de Paris 2024 est désormais face à son engagement, celle de briller et rendre fiers leur patrie. Merci donc à nos confrères FIFA Mekpikpidi et Vincent Agué qui nous ont ramené les images, Tanguy. Alors, pour ce qui concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024, les Béninois ont encore une vingtaine de jours pour peaufiner leur préparation. On va changer de discipline, allez. On va parler de bodybuilding. Enfin, de retour au pays pour parler de l'actualité sportive acquise au plan national. Première information, la Fédération béninoise de bodybuilding qui a tenu son assemblée générale. Oui, Tanguy, c'était précisément donc le samedi dernier à Cotonou à l'issue des travaux donc de cette assemblée générale. Bienvenue Vodounou Rampil à la tête de la Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness. Il a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Retour sur les images de ces assises avec Nassissa Lossé. La confiance à lui renouvelée par la famille du bodybuilding et fitness au Bénin est passée comme une lettre à la poste. 24 voix sur 24 votants à l'issue d'un scrutin de liste et Bienvenue Vodounou prolonge son bail à la tête de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Je suis très heureux, très fier de... Content avec les sentiments d'une mission accomplie pendant les 4 dernières années au cours desquelles il s'est employé à donner beaucoup plus de visibilité à cette discipline au Bénin. Le développement de quelle discipline? Le développement de le bodybuilding et fitness. C'est une nouvelle discipline qui est encore très fière au Bénin. Mais nous essayons de battre le record pour le faire lever sur le plan international du mondial. Pour prouver aux autres pays que le Bénin aussi fait partie des membres du bodybuilding et fitness. En somme, permettre au Bénin d'être plus compétitif à l'international. Et pour relever le défi, l'homme place son nouveau mandat sous le signe de la discipline et de la rigueur à tous les niveaux. Quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Quand nous percevons, quand l'État est là pour nous aider, l'État nous subventionner, il faut que nous prenions la discipline au sérieux et travailler et faire lever la discipline. Dans ce mandat-là, je vais demander à chaque membre du bureau exécutif de prendre son bureau, son poste au sérieux et respecter le règlement et les statuts du ministère des Sports. Tout comme lui, nombre de ses collaborateurs du bureau sortant ont été reconduits pour ce nouveau mandat. Exemple de celle qui représente la gente féminine au sein de l'instance dirigeante. J'avais un projet lors du premier mandat, celle de passer par les salles de gym, de parcourir les départements
nos départements béninois pour pouvoir faire vulgariser plus cette discipline-là. C'est vrai que je n'ai pas pu finir ce projet-là, mais cette année, je compte vraiment finir ce projet et déjà, je parlerai de mon site personnel qui s'appelle le muscle féminin. Déjà, à travers ce site personnel, j'essaie déjà quand même de toucher plus, plus de femmes à travers ce site-là. J'essaie de poster des trucs sur le bodybuilding chaque jour, c'est bien fait, surtout sur la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les femmes, quand on prend nous femmes aujourd'hui, on est obligé de tourner vers les gaines pour pouvoir avoir un ventre aplati, pour pouvoir être plus jolie à voir. Alors qu'avec le sport, avec le fitness ou bien le bodybuilding, nous pouvons avoir le corps rêvé, les jambes plus galbées, plus tonifiées. En fait, avoir la silhouette qu'on veut, surtout après tant d'accouchement, quoi. Des vertus du bodybuilding et fitness peu connues du grand public au Bénin. Du coup, le nouveau comité exécutif de la fédération entend abattre un travail de vulgarisation. Avant l'élection des membres du bureau, les participants à cette assemblée générale ont procédé au toilettage des tests qu'ils se sont librement donnés. Ils ont enfin examiné et adopté le bilan déposé par l'ancienne équipe dirigeante. Nous avons remarqué qu'il y a les points du Bénin. Allez Tanguy, on va terminer avec ce tour d'horizon par le volleyball. On a parlé ici la semaine dernière de la 24e journée, mais il y a les rencontres de la 23e journée qui ont été reportées entre-temps pour des raisons d'intempéries, Tanguy et d'autres bien entendu. Alors on va faire le point rapidement pour ces rencontres en retard qui ont été rattrapées. Donc c'était ce week-end. Les matchs de la 23e journée du championnat national de volleyball ont eu lieu donc sur les différentes installations au niveau des dames pour ainsi dire. Les résultats dynamiques s'est incliné à domicile face à Vezos. Score à l'arrivée 3-7-0, 25-16, 25-13, 25-18 pour la formation de Vezos en déplacement à l'ADA Olympique pour les sur Association de Cotonou. 3-7-0 également, 25-17, 25-22, 25-18 chez les hommes. Il y a eu des explications également à l'ADA Olympique qui s'impose à AS Cotonou. 3-7-0, 25-17, 25-22, 25-18 et pour finir, l'équipe de finance VBC qui s'impose à l'équipe de la police républicaine. 3-7-0 également, Tanguy décidément pour ce week-end. 25-20, 25-22, 25-22. Il faut dire que là, ça a été un peu serré entre l'équipe de finance et celle de la police républicaine. Tanguy, rendez-vous ce soir pour la grande messe sportive. Oui, et pour faire complet, hein, vous avez parlé de volley. Je vous propose des informations dans Fraternité parlant de basketball. Vous avez une liste des joueurs sélectionnés. C'est dans le cadre justement des éliminatoires FIBA Africa des U18 masculin féminin, notamment et précisément de la zone 3. Achetez le journal Fraternité, vous avez des détails. Oui, Ali. Non, c'est bien entendu le début du stage, c'est pour ce matin. Absolument. Merci. Bonne journée, Ali. Oui, Tanguy, à demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité. Nous sommes donc de retour sur ce plateau pour recevoir notre deuxième invité, Hamza Ablaye, spécialiste des questions internationales. Monsieur Ablaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. L'actualité de la sous-région est marquée par deux faits. Le premier, sommet des pays membres de l'AES à Niamey samedi. Et puis, je dois dire, le sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO dimanche, donc le lendemain à Abuja. Merci d'être là. Commençons par le tout premier sujet. Les pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ils y ont mis du temps pour se voir enfin. Et quand on voit un peu la détermination et l'énervement qui ont caractérisé la création de cette alliance, on ne s'attendait pas à passer à une confédération. C'est quoi la différence ? Alors, je ne parlerai déjà pas d'énervement parce que le processus souvent prend du temps. Il y a un temps qui s'écoule entre ce qu'on dit et ce qui doit être fait. Okay. Et ce qui a été dit il y a quelques mois, c'était suite à la signature de cette charte, de cette fameuse charte en septembre 2023. Les trois États avaient décidé de s'organiser en alliance. En alliance surtout pour lutter contre le terrorisme. Et ensuite, cette alliance s'est transformée en une barrière de défense contre une éventuelle attaque de la CEDEAO dont vous avez parlé dans votre introduction. Donc, c'est devenu plus qu'une alliance finalement. Et là, on parle d'une confédération. Alors, la confédération, c'est l'alliance de deux ou plusieurs États
qui peuvent se constituer en un État un peu comme la Confédération suisse ou sur une échelle plus grande comme les États-Unis d'Amérique. On a eu une tentative aussi avec le Sénégal, le Mali. Et le Mali, voilà. dans les années 60, qui n'a pas porté ses fruits. Mais ici, le contexte est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de choses qui unissent ces trois États. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme que j'ai évoquée. Exactement, une question qui est devenue majeure dans la sous-région. Il y a la question aussi, je vais dire, de s'imposer régionalement face à cette CEDEAO, d'être une sorte d'alternative, d'être une sorte d'alternative multilatérale au sens précis pour contrer la CEDEAO et peut-être insuffler une nouvelle dynamique dans la sous-région. Et la dernière raison, évidemment, c'est de se constituer en alliance pour mieux réagir face à l'imposition souvent des facteurs exogènes, notamment certains pays ou certaines forces obscures qui, d'une certaine façon, retardent le développement de ces États. On s'était dit que des paroles aux actes, que ça devrait ne va pas venir jusqu'à cette étape-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cette détermination de cet État-là? Alors, la première cause, comme je l'évoquais, c'est l'insécurité. C'était la première cause. Mais ce n'est pas une cause directe, c'est une cause indirecte. La véritable cause, c'est les sanctions de la CEDEAO suite au premier coup d'État au Mali. On est passé à autre chose, à la CEDEAO. Alors, oui, dans les faits, on est passé à autre chose, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus dur. Ça ne passe pas, Le Mali, le Burkina et ensuite le Niger. Surtout le cas nigérien, ce n'est pas du tout passé, ni au niveau des acteurs, ni au niveau des populations. Et je pense qu'avec l'envergure que cette création de l'Alliance des États du Sahel a créé au sein de ces peuples, ça allait être évidemment difficile de faire marche arrière. Et moi je comprends que le départ de ces trois États de la CEDEAO avait un caractère définitif. La CEDEAO s'était tiré une balle dans le pied, surtout avec le cas du Niger. Et vous allez comprendre que quand on se tire une balle dans le pied, vous avez deux options. Soit vous vous amputez la jambe pour continuer à vivre, soit vous essayez de vivre avec la balle dans le pied, mais ce n'est pas simple. Mais je pense que c'est ça, la première solution que la CEDEAO va bien devoir adopter, c'est-à-dire continuer à vivre sans ces trois États, mais trouver des alternatives justement pour que cela ne se reproduise pas. Parce que la CEDEAO, c'est beaucoup d'autres États et on ne le dit pas aussi suffisamment. La CEDEAO doit se concentrer sur les acquis, sur les choses qui ont fonctionné, notamment le secteur de l'économie, le secteur de la libre circulation des personnes et des biens, et notamment le secteur lié à cet investissement sur l'insécurité alimentaire qui doit normalement porter ses fruits. La CEDEAO qui doit en tout cas, c'est de continuer à garder ses membres, faire un travail profond de réaménagement interne. Quand on voit un peu comment est-ce que les chefs d'État se comportent au sein de cette organisation, c'est complètement en déphasage avec les aspirations des populations. Là-dessus, la CEDEAO doit travailler. Mais quelque part, quelles sont les chances vraiment de cette organisation, de cette confédération de réussir quand on sait qu'au départ, ils se sont solidarisés à 4. On est en train d'oublier la Guinée-Conakry qui de moins en moins est présente aux côtés de ces trois États-là. Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression qu'on fait une marche difficile et forcée? Non, je ne trouve pas. Je pense qu'il fallait un noyau dur. Et le noyau dur a été trouvé en la personne de ces trois chefs d'État qui sont des militaires, qui partagent littéralement les mêmes aspirations, qui évoquent un panafricanisme des années 60, c'est-à-dire la véritable celle de Kwame Nkrumah. Quelles sont les chances que ça aboutisse? C'est les mêmes chances que ça n'aboutisse pas. En réalité, c'est équilibré. Je trouve que pour que cette confédération puisse véritablement prendre, il faudrait qu'il y ait un véritable investissement. Je le disais en début, il y a un fossé énorme entre ce qui est dit et ce qui doit être fait. Quels sont les enjeux aujourd'hui de ces trois États? C'est d'abord l'insécurité. Ça n'a jamais cessé.
Et on ne doit pas croire que c'est parce que les jeunes sont arrivés au pouvoir que ça a diminué. Au contraire. Donc, c'est ça le véritable enjeu. Le deuxième enjeu, l'insécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, il y a une grande zone désertique qui occupe de l'espace. Oui. Exactement. Et qui fait en sorte que les populations, depuis plusieurs années, n'arrivent pas véritablement à avoir cette autonomisation ou cette autonomie alimentaire. Et ça pose de véritables problèmes, de véritables soucis au niveau social. Le troisième élément, c'est la bonne gouvernance. Il ne suffit pas d'avoir un chef d'État qui s'installe pendant 15 ans ou 20 ans. Et qui a des galons. Exactement. Ça ne suffit pas pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, avant tout, c'est la lutte contre la corruption, une lutte efficace contre la corruption. Et il faut le rappeler, depuis 1960, les États sont gangrénés, pas seulement au sein de ces 3 États, mais au niveau de toute l'Afrique, sont gangrénés par ce phénomène. Exactement, pas ce phénomène de la corruption, de la gabegie financière, du népotisme. Alors, ces 3 facteurs ensemble font en sorte que les populations finalement constatent que ceux qui sont à la tête de leurs États ne jouent pas leur rôle en réalité. Et ça, c'est un facteur très important qui va être la clé de la réussite et du succès de cette confédération. Et le dernier élément par rapport au succès, bien entendu, c'est l'investissement financier. Parce que maintenir une confédération, c'est s'investir au même niveau. Dedans, oui. Je ne vois pas le Mali, par exemple, investir plus que les autres et attendre à ce que ça puisse porter. Je pense qu'il faudrait, à ce niveau, qu'il y ait le même investissement pour que cela puisse véritablement porter. Et l'élément qu'on ne dit pas assez, c'est aussi le choix des partenaires, le choix stratégique des partenaires. Vous allez constater également que les Africains, et ça c'est dans le sens beaucoup plus global, sont en train d'adhérer à ce qu'on appelle la diplomatie du multi-alignement. C'est une diplomatie qu'a adoptée surtout l'Inde de Jaishankar Subramanian, qui consiste à négocier avec tous les partenaires possibles. C'est-à-dire, au petit déjeuner, vous prenez le petit déjeuner donc avec les Chinois, au déjeuner avec les Russes et le soir avec les Américains ou les Français, sans pour autant s'impliquer dans les autres guerres géopolitiques à l'extérieur. Donc ça, c'est une dynamique auquel adhère cette confédération et j'espère qu'ils auront les coudées franches pour aller au bout de leurs idées, parce que ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez évoqué, il y a eu des tentatives par le passé, mais ça s'est généralement soldé par des échecs. Et le lendemain, dimanche notamment, la CEDEAO qui tenait aussi un sommet, notamment le 65e des chefs d'État des pays membres de cet espace-là. Est-ce que vous avez compris cette coïncidence d'agenda-là? Oui, je trouve qu'il était important tout de même de savoir ce qui était dit de l'autre côté avant de maintenir, avant que ce sommet de se parler. Exactement. Et on peut aussi dire, bon, ça ressemble à une coïncidence, mais en diplomatie, il y a rarement des coïncidences de ce genre. Je trouve que ce sommet arrivait au bon moment. Au bon moment parce qu'il faut réagir. Il faut réagir quand vous avez 3 États qui ne sont pas des moindres en réalité dans la création de l'institution que constitue aujourd'hui cette CEDEAO. Prendre des mesures urgentes pour essayer, comme je le disais, de vivre avec la jambe amputée, parce que la gangrène n'est pas loin en réalité. Mais je trouve que, parce que j'ai lu les décisions à l'issue de ce sommet, je me rends compte que la CEDEAO a vraiment du mal à s'adapter à la sortie de ces 3 États et continue, ce qu'on peut comprendre, continue de négocier leur retour, à la maison en nommant notamment le président sénégalais Diomaye Faye comme médiateur. Mais je trouve que c'est une tâche ardue et ça risque d'être très compliqué. Et la deuxième chose, c'est par rapport au point qui évoque les menaces en cas de rupture définitive. C'est-à-dire, ces 3 États de l'AES s'exposent. Bien évidemment, vous ne pouvez pas quitter une organisation sans être conscient des risques que vous encourez. Oui. Exactement. Mais ce qui m'inquiète le plus, comme je le disais, c'est les populations. Vous savez, la CEDEAO, on dira ce qu'on veut de la CEDEAO, les sanctions beaucoup trop dures, au niveau de la réaction politique beaucoup trop lente. Exactement, mais la CEDEAO, au niveau du fonctionnement à l'interne, au niveau de la participation pour l'intégration, n'a
littéralement rien à envier à l'Union européenne, par exemple, qui est quand même une grosse organisation multilatérale. Il y a des choses qui ont fonctionné au sein de cette CEDEAO, d'autres beaucoup moins. Mais moi, je vois encore plus les conséquences sur les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'AES quitte définitivement, ou ces 3 États quittent définitivement la CEDEAO et que c'est acté, quel est le sort réservé aux populations? Parce qu'on ne doit pas oublier que les populations n'avaient jamais attendu la CEDEAO ou l'AES avant d'avoir des échanges, avant de mener des échanges ou de nouer des relations. Ils n'ont jamais attendu les États pour le faire. Quel est le sort réservé à ces populations? On évoque par ailleurs désormais les visas, si c'est acté, mais je pense que ça pourrait être réciproque. Et parce que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. On rappelle aux populations appartenant à ces 3 pays qu'elles devront désormais payer le visa, etc. C'est dans les deux sens. C'est la même chose. Les pays qui appartiennent actuellement à CEDEAO aussi vont se rendre dans ces 3 pays aussi. Ils devront aussi payer pour le visa. Et pour moi, ça ne me semble pas être la bonne piste de sortie. Par rapport aux mesures à prendre, je trouve que on devrait faire de l'intégration en réalité un acquis qui ne doit pas être lié aux mésententes entre les États ou entre ces 2 organisations. Alors, 2 curiosités, le temps de vous laisser partir. Vous avez compris pourquoi le Nigérien a été reconduit? Oui, vous savez, Bola Ahmed Tinubu constitue ou incarne ce que je vais dire la figure de proue de cette CEDEAO qui veut lutter contre l'insécurité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, lutter contre les coups d'État au sein de l'espace. Donc, je trouve que sa reconduction est due au fait que le Nigeria a aussi un agenda et un calendrier liés à ces 2 thématiques, mais aussi sur la thématique de la monnaie. Parce que vous savez, la monnaie est discutée et la monnaie éco pourrait survenir dans les prochains mois. Donc, je trouve que ce sont soit 3 points clés qui ont maintenu sa réélection à la tête de la Commission. Est-ce que d'autres États peuvent adhérer à la Confédération? Oui, je pense que la porte reste toujours ouverte, mais pour l'instant, ça risque d'être un combat où 2 coqs se regardent avant de s'affronter. Parce que rien ne dit, comme je le disais, que ça va marcher. Et le risque d'adhérer à l'AES aujourd'hui est énorme. Et tout porte à croire tout de même que ces 3 États seront seuls, en tout cas pour les prochains mois, et quitte à eux de mettre les moyens pour, on va le dire, pour rivaliser avec la CEDEAO, parce que là, ils sont en train de dire, ils vont réinventer la diplomatie, ils vont réinventer les moyens de défense commune, ils vont réinventer l'intégration elle-même, et ça, c'est être une véritable concurrence à la CEDEAO. Mais l'autre question est évidemment de savoir, est-ce qu'ils vont réussir? En tout cas, attendons de voir. Il y a quand même d'autres pays qui peuvent être intéressés par cette affaire de confédération. La Mauritanie, l'Algérie, le Tchad dans une certaine mesure aussi, au regard de l'appartenance géographique et de la ressemblance, je dois dire, en matière d'appartenance à cette géographie, cet espace géographique-là. Non, ça c'est beaucoup plus, c'est trop, ce que vous dites c'est trop simpliste. Je trouve que cette équation n'est pas aussi simple à faire parce que il s'agira donc, parce que vous savez, il y a une crise du multilatéralisme, donc il faut combiner désormais souveraineté et multilatéralisme. Et ça, c'est très compliqué, surtout pour ces États comme la Mauritanie. Pour eux, leur souveraineté est précieuse. L'Algérie également, leur souveraineté est précieuse. Et je ne pense pas qu'une intégration à la Confédération soit tout de suite une option. Comme je le disais, l'AES est regardée, l'AES est véritablement observée. Est-ce que les prochains mois, les prochaines années, avec les résolutions qui ont été prises, notamment une présidence tournante, actuellement c'est le Mali qui l'occupe, avec un parlement installé pour 1 an au Burkina Faso, est-ce que ce sont des facteurs qui vont véritablement permettre aux populations d'obtenir ce qui est recherché depuis 1960, c'est-à-dire l'autonomisation ou l'autonomie, je vais dire, alimentaire, c'est-à-dire la liberté de véritablement s'épanouir et d'avoir véritablement cette souveraineté. Hamza Talay, merci. Bonne journée.
Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+.
Frakaounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous êtes là pour le commentaire de ce matin. Son thème, Tiani Goïta et Traoré, plus que jamais décidé. Alors, le premier sommet des chefs d'État de l'AES s'est tenu. Tiani et ses collègues, vous dites, jouent la carte de la survie. Il n'y a pas une autre expression pour le dire, Tanguy. Ces présidents de transition qui ont pris le pouvoir par les armes à différentes dates et pour différents mobiles. Vous vous rappelez, après l'annonce de la création de l'Alliance des États du Sahel, viennent de tenir leur premier sommet. C'est un acte d'affirmation de l'existence d'une sorte d'association qui s'est constituée un peu difficilement au lendemain de leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, considérée comme incapable de résoudre les problèmes des pays qui en sont membres. L'eau a coulé sous le pont. Tiani, Goïta et puis Traoré ont travaillé dur pour tenter d'asseoir une certaine légitimité autour de l'alliance créée de toutes pièces pour se maintenir non seulement dans l'arène politique sous-régionale, mais aussi pour donner une réponse forte à la CEDEAO qui a une des rares fois à hausser le ton et contre les coups de force. Visiblement, leur ténacité paie, puisque plus d'un an après pour le Niger et un peu plus pour le Burkina Faso et le Mali, ils sont toujours là et l'AES fait son petit bonhomme de chemin. Ensemble, ils couvrent bien le forfait. Les décisions prises lors de ce dernier sommet prouvent à profusion qu'à la tête de ces États, nous avons des hommes qui se comportent comme des présidents plénipotentiaires qui ne décomptent plus aucun délai pour passer la main aux civils. C'est à 3 niveaux qu'ils ont pris des décisions lors de ce premier conclave qui fait suite à leur coup de force, d'abord au plan géopolitique et sous-régional, ensuite sur le plan du développement et enfin, ils se sont revêtus d'un nouveau manteau et pour mieux étendre leur autorité. Ils ont donc dans cette veine décidé de la création de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont mis en branle un plan pour son opérationnalisation. L'idée ici, c'est à long terme d'ouvrir les portes de l'Alliance et à d'autres États qui voudront en faire partie. Et ce sommet, même si ce n'est pas dit clairement, marque déjà le début d'une sorte de campagne pour l'arrivée de nouvelles recrues qui voudraient faire le combat avec le Mali, le Burkina et le Niger. C'est la preuve que ces militaires putschistes apprennent de leur position et de l'exercice du pouvoir pendant le temps déjà passé. Au plan juridique, Tiani et compagnie ont beaucoup pris conseil et aujourd'hui, on peut s'en rendre compte aisément à travers les différentes décisions issues du sommet de Niamey. Plus d'une vingtaine de décisions allant de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité au développement des peuples des différents pays composant l'AES, en passant par l'opérationnalisation de la Confédération AES. Lu entre les lignes, Tanguy, ces décisions reflètent l'ambition très affichée de ces présidents de transition de ne pas quitter de sitôt le pouvoir. Ils visent loin et grand dans un contexte où l'opinion qui leur était très favorable au départ commence petitement par s'effriter, laissant place à des grincements de dents par endroits, des désapprobations et même des bruits de bottes, et avec à la clé une élévation du ton de l'élite. Vous dites que le sujet, je dois dire, d'une transition bien déterminée n'est plus vraiment d'actualité. Je doute très fort que cela soit d'actualité, que Goïta, Traoré ou encore Tiani soient encore dans cette logique. Les actes qu'ils posent au jour le jour ne donnent aucune garantie, aucune assurance de leur départ prochain de la tête du Mali, du Burkina et du Niger. D'ailleurs, dans les conclusions, sauf erreur de ma part, nulle part le mot transition n'a été évoqué lors du rendez-vous de Niamey. Bien au contraire, ils envisagent des projets pour faire croire et rassurer leurs compatriotes qu'ils pensent développement. Ils ont par exemple décidé de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation, et c'est sans compter avec les nombreux projets qu'ils qualifient d'innovants et d'intégrateurs dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la sécurité alimentaire, énergie et mines, et j'en passe. Beaucoup d'ambition sur papier que Tiani et ses compagnons veulent traduire dans les actes bien beaux, mais comment pourront-ils faire tout cela pendant qu'ils se mettent à dos plusieurs puissances étrangères et pas des moindres? La seule Russie de Vladimir Poutine pourra-t-elle les aider dans ces projets? Les images du premier sommet qu'ils ont organisé à Niamey ne sont qu'une, à mon avis, une embellie de la situation préoccupante et du bilan bien mitigé à l'actif de ces 3 hommes. En interne, ça ne va pas pour autant. Les 3 bavent pour garder le cap. Le Burkinabé est sûr chaque week-end ou chaque jour des tentatives de coup d'État, donc ne dort pas à point fermé. Le Malien Assimi Goïta, bien parti au départ, fait face à la colère des politiques, des journalistes
des syndicalistes et le Nigérien, lui, il est hanté par la grève des magistrats, les frappes sporadiques des terroristes et des insurgés, sans oublier la perte au plan économique due à la fermeture de la frontière entre son pays et le nôtre, le Bénin, ainsi que la misère ambiante sous laquelle ploie sa population. À tout cela s'ajoute pour Tiani le refus, ne l'oubliez pas, de démissionner de l'ancien président Bazoum. Oui, Bazoum a refusé d'apposer sa signature pour reconnaître sa défaite, qu'il a été déchu. C'est là toute la difficulté de ces hommes en armes. Ils pouvaient jurer par tous les dieux que ce serait une mince affaire lorsqu'ils chassaient du pouvoir les présidents démocratiquement élus, mais ils font face dorénavant à la dure réalité des choses. De Bamako à Niamey en passant par Ouagadougou, aucun des militaires n'a le cœur tranquille, l'âme qui leur a permis de renverser ceux dont ils occupent les places aujourd'hui. L'âme est cachée quelque part aux mains de jeunes capitaines, des hommes de rang et même de leurs plus proches collaborateurs. La crainte est permanente, la crise de confiance est latente et peut exploser à tout moment. Les résolutions prises par les États de l'AES à ce sommet résonnent bien fort, mais leur applicabilité reste la chose la plus difficile à obtenir. Merci Franck. Bonjour William, Eric. Bonjour Tanguy. Bonjour. Voilà, les trois pays qui se retrouvent, ils étaient quatre au départ, avec la Guinée-Conakry qui de moins en moins est présent à leur rendez-vous. Les trois qui se retrouvent pour créer, mettons, une confédération. Les choses avancent difficilement à Ulrich. Difficilement, mais tout doucement. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques années, ou du moins quelques mois, ces trois pays avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO. Et c'est vrai qu'il y a une procédure pour sortir de la CEDEAO, l'institution sous-régionale, et la procédure est toujours en cours, mais très rapidement, de l'autre côté, les pays de l'AES, je vais nommer le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de ne pas attendre la sortie officielle ou la notification de la CEDEAO, leur officialisant leur retrait de la CEDEAO, mais déjà eux de leur côté ils se sont dit c'est une porte, en fait c'est une porte de non-retour. Cette porte du non-retour se matérialise aujourd'hui par ce que nous avons vu le samedi dernier avec la consolidation de l'AES qui est devenue aujourd'hui une confédération avec carrément un président pour coordonner cette confédération. On sent que ces trois pays sont déterminés à fermer, à claquer complètement la porte, parce que autrefois il y avait une probable apparence de solution. Mais aujourd'hui, tel que ça se présente, on se demande si cette solution, cette négociation, cette voie de dialogue est encore possible, même si Diomaye Faye a été mandaté pour essayer une dernière ou une ultime médiation. Mais on sent qu'il y a une détermination de l'autre côté. Et cette détermination va-t-elle véritablement donner corps à quelque chose qui va aller jusqu'au bout? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, on sent que ces trois pays sont déterminés à véritablement claquer la porte de la CEDEAO. William, pourquoi c'est lent? Ce n'est pas lent à mes yeux, parce que vous avez évoqué le cas de la Guinée. Ils ne se sont jamais comportés comme frères d'armes et surtout comme leader politique logé à la même enseigne que le Guinéen Doumbouya, tout simplement parce qu'ils estiment que les récriminations sont peut-être les mêmes, les sources des coups d'État sont les mêmes, mais que la méthode et la manière de gouverner n'est pas la même. Et ils sont des panafricanistes, ils s'avouent comme tels, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire un panafricanisme prononcé, ce qui n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya. Autrement, il voit aussi beaucoup de rapprochements de Doumbouya avec ou une certaine caution de certaines chancelleries occidentales qu'ils désavouent, ces trois chefs d'État des États du Sahel avec Goïta. Donc, c'est par exemple le cas du Gabon ou du Tchad. Nous sommes tous des militaires au pouvoir, venus par les armes, mais nous ne sommes pas les mêmes, nous ne voyons pas les choses de la même façon. C'est pour ça que je désolidarise le cas guinéen. C'est pour cela d'ailleurs que leurs initiatives ont été souvent, même à la création ou à l'idée, ils ont parlé de la charte
l'Itagouma, ou je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais c'est pour... Ils ont joué sur le positionnement géographique, ils ont joué sur les liens culturels et le Sahel qui les lie, pour ensuite acter une décision politique. Maintenant, quand vous parlez de lenteur, moi je ne vois pas une lenteur si c'est en un an qu'ils doivent acter leur départ et que sans notifier officiellement, sans en former la requête, quelques mois avant l'expiration de ce délai d'1 an, sans qu'ils n'aient même lancé la procédure juridique de départ, ils se voient en train d'officialiser, d'acter pleinement, en plus, cette nouvelle confédération qui les réunit, la Confédération des États du Sahel. Quoi qu'on dise, c'est un départ prononcé provisoirement définitif et définitivement provisoire de la CEDEAO, c'est un fait, même si à Abuja, on ne le conçoit pas totalement, et ce qui est tout normal, parce que ces 3 États n'ont pas suivi les règles juridiques des différents accords de la CEDEAO pour pouvoir sortir, mais de fait, on constate que c'est une avancée vers la porte de sortie. Eric, de l'AES à la Confédération, quelle est la différence, à part la dénomination? La différence réside dans le fait qu'il y a une volonté manifeste, n'est-ce pas, de tourner dos à la CEDEAO, de se construire sa propre organisation régionale et d'espérer que d'autres pays, n'est-ce pas, s'associent véritablement à cette campagne. Et qu'on ait insisté véritablement sur le Sahel. Vous savez, il y a plusieurs pays qui partagent cet espace, ne serait-ce que du point de vue dénomination. Maintenant, est-ce que ces pays feront véritablement le pas? Attendons de voir véritablement la suite. Donc, il y a un discours, il y a une philosophie, il y a une volonté aujourd'hui qui se manifeste à travers ce premier sommet et puis les grandes conclusions qui en sont issues et qui montrent que nous avons affaire avec 3 pays qui décident de prendre leur destin en main, en tout cas selon leur entendement, selon leur compréhension, en fonction des enjeux qu'ils ont véritablement devant eux, notamment la question de la sécurité. Et je pense aussi que c'est bien beau véritablement de créer une confédération, hein, avec des mécanismes de fonctionnement, une banque, un fonds d'investissement, une idée de mutualiser véritablement des efforts. Mais une chose est de faire fonctionner cette organisation, n'est-ce pas, tout en espérant que ça va durer dans le temps, voyez-vous. Et c'est là, moi, je me dis, quel est l'avenir qu'on donne véritablement à cette organisation? Bon, je pense que de la question que vous avez faite à Eric, de l'AES à la Confédération, je pense que les 3 chefs d'État, disons Tiani, Goïta et puis Traoré, ils sont en train de montrer que leur démarche, c'est définitivement de quitter la CEDEAO. Même si les démarches juridiques aujourd'hui n'ont pas encore abouti, et ils ont montré que bon, l'AES, pour moi, c'est clé de fait. Aujourd'hui, ils vont à une confédération, ils vont se donner les moyens de bien se constituer, d'avoir tout ce qu'il faut, une bonne base pour évoluer. Et parce que l'AES, quand vous dites l'Alliance des États du Sahel, c'était sur quelle base juridique? Aujourd'hui, quand on parle de confédération, on sait qu'il y a déjà une certaine... une sorte de convention qui ne dit pas son nom, qui doit les réunir désormais, c'est-à-dire que les bases juridiques doivent être posées. Même si de l'autre côté, au niveau de la CEDEAO, rien n'est encore fait véritablement pour acter ou pour confirmer leur départ. Et ces États de l'AES aujourd'hui dans une confédération, je pense que ils sont en train de donner une certaine leçon, ils sont en train de prendre certaines décisions, un peu comme pour dire, c'est fini, nous ne partons pas. Nous sommes là et nous allons évoluer. Parce que si effectivement, ils entendaient partie de la tête du pouvoir, de quitter leur pays pour transmettre le pouvoir aux civils, on ne va pas passer à un deuxième acte. C'est-à-dire que de l'AES, c'était le premier. Aujourd'hui, c'est la Confédération. Dieu seul sait, dans 1 an ou dans 6 mois, leur prochain sommet, qu'ils ne vont pas brandir les papiers pour dire, écoutez, c'est tout constitué, c'est désormais consommé. Nous sommes une alliance ou une confédération entièrement à part. Nous ne faisons plus partie de la CEDEAO. Dieu seul sait si ça ne va pas être fait dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire qu'ils sont en train de
de partir tout doucement. C'est pourquoi je dis qu'ils sont en train de prendre conseil. Ils ont des conseillers qui leur disent, mais faites ci, faites ça, pour que progressivement... Quelles sont les chances de réussite, Eric? Vous aviez commencé. Oui, pour moi c'est un peu mince, parce que la force d'une organisation, c'est sa capacité à durer dans le temps. Et là-dessus, la CEDEAO a de l'expérience, voyez-vous. Et quand vous voyez aujourd'hui le profil des personnes à la tête de ces États, ce qui est certain, ils ne sont pas éternels. Et donc, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné dans l'histoire de ces pays, peut-être que les civils reviendront à la tête de ces États. Et qu'est-ce qui va se passer, véritablement? Ces civils peuvent ne pas avoir la même philosophie que les militaires d'aujourd'hui. Voilà. Et mieux, à la tête de ces États, nous n'avons que des militaires. Et nous savons que dans une armée, il n'y a pas qu'un seul capitaine. Nous savons, du côté de Burkina Faso, des bruits de bottes qu'on entend pratiquement régulièrement, mais qu'on essaie toujours d'étouffer. Et qui sait ce qui arrivera plus tard. Donc, je pense que ce sont des éléments qui font que, au jour le jour, il faut construire cette organisation, mais avec des perspectives très réduites, voyez-vous. Peut-être qu'ils vont trouver le mécanisme vraiment de pouvoir résister, n'est-ce pas, à ces chocs exogènes et s'assurer véritablement des bases solides de cette organisation. Et aussi, il faut aller voir à l'intérieur de ces pays. Oui, on crée une confédération justement pour que les populations puissent ressentir aussi les bénéfices, n'est-ce pas, de ce qu'on est en train de se mettre en commun et ensemble. Est-ce qu'à l'intérieur de chaque pays, ils pourront véritablement satisfaire aux besoins au plan économique, au plan social, véritablement de ces populations? Après, par rapport à la CEDEAO, vous savez, dans le communiqué final, je ne pense pas que ces trois chefs d'État ont encore envie véritablement de revenir à la CEDEAO. Parce que quand vous voyez les premières observations, on continue toujours de rendre coupable la CEDEAO, n'est-ce pas, d'avoir pris des mesures illégitimes, illégales. Et quand je vois ces mots, je me dis illégitime, illégal, comme si quand ils décidaient de faire un coup d'État, c'était pas illégitime, illégal. Riche. Oui. Quelles sont les chances de réussite de cette confédération? Les chances dépendront essentiellement du volet financier. Je dis financier parce que pour qu'une organisation dure dans le temps, il faut financer ses attributions, il faut financer ses actions, ses campagnes et consorts et tout ça. Et aujourd'hui, quand vous regardez les pays dont nous parlons, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, dites-moi, quand vous les comparez à la CEDEAO, qui a déjà fait un temps et qui aujourd'hui souffre aussi de manque de financement, on se pose la question de savoir est-ce que ces pays auront véritablement les coudes franches pour véritablement avoir la politique de leurs moyens. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que à un moment donné, il y a l'impact des puissances internationales qui va toujours jouer, qui va influencer. Est-ce que véritablement les puissances internationales, parce que quand on regarde la CEDEAO, on a tout de suite tendance à regarder une certaine puissance internationale. Quand on regarde les pays de l'AES, on a aussi tendance à regarder une certaine puissance internationale. Est-ce que le clash des puissances internationales ne fera pas dissoudre à un moment donné cette confédération qui est en train d'être créée? Ça, c'est bien possible parce qu'il y aura une guerre par procuration, une guerre interne, une guerre, je dirais, une guerre sournoise qui va se faire dans tous les mais on a vu sur ce continent où on a déversé des faux billets dans un pays pour déstabiliser complètement l'économie de ce pays. Donc ça peut vous dire que tout sera possible. Donc vous voyez, c'est bien possible. Maintenant, le dernier aspect, ça dépendra de la cohésion des trois États. Démarrer une cohésion, démarrer une activité ensemble, c'est bien. Mais l'important, c'est de pouvoir maintenir. Et nous savons que ces trois présidents sont venus de diverses manières, avec des alibis qui divergent. Est-ce qu'ils vont toujours s'entendre? La question sera toujours là. William. Il y a une évidence. Les Occidentaux ont leur organisation sous-régionale en Afrique de l'Ouest. La Russie en crée la sienne et recrute. C'est le tableau géopolitique de ce qu'il se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et au nom
ce bras de fer des puissances, disent-elles, occidentales, c'est à cela que se joue le pronostic vital de cette organisation. Parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, ces États du Sahel n'ont aucun autre moyen que les armes de la Russie qui est mise à leur disposition. Côté malien, ça donne du résultat à Assimi Goïta en une certaine mesure, mais ça lui fait creuser énormément les écarts vis-à-vis des droits de l'homme, avec la question des libertés, avec la question des libertés publiques en général, les partis politiques, les médias, ainsi de suite. Traoré, sa chaise dandine tous les jours. Tiani, il y a également la question de la crise économique, parce qu'on manque de moyens entre-temps, et là-dessus, sur la question sécuritaire, qui est l'objectif principal de ces différents coups d'État, on n'a pas des résultats. Si les civils, démocratiquement pas vraiment légitimes, ont du mal à régler un problème, que des militaires viennent pour régler, qu'eux-mêmes ils commencent par avoir des difficultés là-dessus, c'est qu'il y aura problème. Parce que moi je dissocie bien ces trois-là de l'AES dans le temps. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont créé la CEDEAO ne vivent plus aujourd'hui. En majorité, c'était des militaires. Mais cela a perpétué dans le temps. Et qui ont connu des coups d'État aussi. Hein, absolument, qui ont fait des coups d'État. Houphouët-Boigny était le créateur de la CEDEAO au nom de la Côte d'Ivoire, mais vous savez combien d'années il a fait à la tête de la Côte d'Ivoire avant son décès en 1993. En fait, pour moi, je dissocie la personne du chef d'État de l'ambition. On peut être à 6 mois de la fin de son mandat, mais rêver grand pour son pays parce que l'État est une continuité. Mais est-ce que le rêve qu'on se nourrit aujourd'hui, le rêve pour lequel on se meurt à la limite, avec des liesses populaires? Moi, j'ai vu des images dans les rues de Niamey. Je me dis qu'il y a beaucoup d'adhésion et beaucoup d'espoir. Parce qu'un peuple affamé, un peuple sans rempart, ne peut que s'accrocher à des gens qui ont des envies, des outils. Mais si ces envies sont des démonstrations par procuration du multilatéralisme, c'est parce que le multilatéralisme de l'AES n'est pas à l'indienne, ce n'est pas le non-alignement à l'indienne où on veut faire avec tout le monde. On écarte de go une certaine partie du monde pour un mariage avec une nouvelle force, et tout ça au détriment des objectifs. Moi, je veux les résultats, que ce soit l'AES ou la CEDEAO, et c'est en cela que je suis d'accord avec Bassirou Diomaye Faye qui dit, en fait, on a à reprocher ce qu'on a à reprocher à la CEDEAO, mais si on part, quel est le vivre ensemble qu'on laisse. Oui, je voudrais rebondir sur la chute de William pour dire que ça n'est pas toujours la solution. Vous voyez le trio, Tiani, Goïta et puis Traoré aujourd'hui, moi je les compare un peu à un Goliath qui en face a beaucoup de David. Et vous savez, dans l'armée, ce n'est pas toujours ceux sur la tempe desquels vous mettez toujours l'âme pour obéir. Ils ne vont pas obéir éternellement. Donc, il y a toujours de petites failles qui remontent un peu, qui font monter un peu l'adrénaline au niveau de l'armée, au niveau des casernes. Et donc, pour moi, ce sont des géants au talon d'Achille. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent tomber, à tout moment, on peut le faire. Alors, moi, je vois l'AES ou leur confédération liée aux personnes de Tiani Goïta et puis de Traoré. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a, disons, bouleversement dans un État tout de suite, rien ne prouve que les deux autres qui vont rester, ou s'il y en a dans deux, le seul qui va rester, est-ce que ceux qui viendront au pouvoir auront toujours le même langage avec ceux-ci? Puisque nous entendons les informations tous les jours. Au niveau du Burkina, le jeune qui n'est pas toujours à l'aise dans sa chaise de président. Dans les autres États également, chez Tiani ou chez Goïta, là-bas, c'est pas toujours la paix que l'on veut. Et donc, pour moi, c'est lié à leur personne. Si ça doit durer, c'est qu'ils se maintiennent là pour longtemps. Si ça ne va pas durer, c'est qu'à un moment donné... Mais là, vous êtes dans une posture où le seul endroit où il peut y avoir bouleversement, c'est chez Goïta ou chez Traoré ou chez Tiani. Rien ne vous prouve qu'au sein de la CEDEAO, on risque même comme tasse d'apologie de coup d'État, rien ne vous prouve qu'il ne peut pas y avoir de coup d'État d'ici à là. Si tant est que des chefs d'État continuent de changer, je dois dire, et au-delà de ça, il peut peut-être ne pas y avoir de coup d'État, mais avoir beaucoup d'autres Diomaye Faye, avec une autre vision du monde, avec une autre logique du monde. Et ça va profondément bouleverser l'intérieur. Je voudrais... Ils peuvent adhérer à la Confédération. Ils peuvent adhérer à la Confédération. Moi, je l'ai entendu dans son discours d'investiture, n'est-ce pas,
revendiquer sa place, la place du Sénégal au sein de la CEDEAO. Absolument. Et apporter des changements. Personne ne dit qu'au niveau de la CEDEAO, tout se passe bien. On est d'accord que, avec ce que vous avez observé sur l'ensemble de ces crises, la CEDEAO doit s'interroger, n'est-ce pas, pour les années à venir. La façon dont il faut faire face véritablement à ces crises. Donc, moi, je pense que c'est une cuisine qu'il faut faire à l'interne, voyez-vous. Je ne voudrais pas aussi que ce sentiment qu'on a d'observer la population applaudir ces coups d'État au niveau de ces pays soit vu comme un acquis. Parce que le même peuple qui a applaudi Kadhafi durant une bonne vingtaine d'années, c'est le même peuple qui a traîné le corps de Kadhafi dans les rues de Benghazi. Non, je ne le souhaite pas. C'est pour vous dire que si on revendique le soutien de la population et que à l'intérieur, on ne s'occupe pas d'elle, n'est-ce pas? Peut-être que ça viendra de l'intérieur. Alors, les questions maintenant de transition à la tête de ces États, de transition. Ne parlons même pas des soucis d'insécurité qui peuvent subvenir au niveau de ces pays. La question de transition, parce que on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso pour le capitaine. Il y aura élection dans ces pays ou pas? Il y aura élection. Je pense que la population des États du Sahel, c'est comme celle de l'Ukraine. C'est très peu l'élection et beaucoup plus comment ils vivent en sécurité et comment est-ce qu'ils vivent longtemps. Et au nom de ça, on a vu les Occidentaux discuter la plupart du temps. Moi, pour un État comme le Mali, qui était imputé aux 2 tiers, qui était amputé aux 2 tiers. Je ne sais pas à quoi rime l'organisation d'un scrutin. Hier, les résultats ont sorti une vraie photographie d'une grande démocratie comme la France, justement parce que l'État était présent partout et on a pu assurer la sécurité à chaque Français, lui apporter un message, lui proposer un programme pour lequel il a opté ou non. Est-ce que c'est le cas dans ces pays? Parlons pertinence un peu. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous ici de l'Alliance des États du Sahel. Elles sont légitimes. La CEDEAO a réglé le problème de la sécurité? Non. La question de la monnaie. Combien de fois est-ce qu'ils n'ont pas reporté les agendas liés à la monnaie au point où l'UEMOA est allé voler le projet de la CEDEAO de créer l'ECO au nom d'une certaine appartenance et de voisinage avec la France? Leurs récriminations sont légitimes. Maintenant, eux-mêmes, parfois sont légitimes pour en parler et surtout les actes qu'ils sont en train de poser depuis quelque temps. Faisons alors le débat. Parce que je considère que même dans le rang de l'élite intellectuelle, il y en aurait qui approuvent le fond des récriminations et des accusations. On va écouter le risque. Vous avez bien fait de dire qu'il peut y avoir des changements. Oui, les changements, c'est des 2 côtés. Parce que la CEDEAO n'est pas à l'abri des changements. Autant il y a déjà 3 pays qui se sont constitués en confédération aujourd'hui. Nous pouvons toujours avoir d'autres pays qui vont quitter la CEDEAO, c'est bien possible. D'autant plus que, vous avez entendu Diomaye Faye, il a bien précisé qu'il faut, au-delà de tout ce qu'on reproche à la CEDEAO, il faut que la CEDEAO veille à ce qu'il n'y ait plus de manipulation des constitutions. Ce sont des facteurs qui ont joué. Et je vais revenir sur l'ancien président du Libéria qui l'avait également dit, et il a dit Georges Weah, merci, qu'il avait également dit que les coups de force vont toujours continuer tant qu'il y aura des putschs constitutionnels. Et ce qui s'est passé au Togo, c'est un coup d'État par exemple, mais la CEDEAO n'en a pas parlé. Je pense que la CEDEAO a tout à y gagner en tirant le leçon des erreurs commises. La première erreur, c'est de veiller à ce que les élections soient beaucoup plus crédibles et transparentes. Deuxième erreur, c'est de veiller à ce que même quand il y a des problèmes dans des pays, que les décisions restent d'une certaine manière conciliantes. Parce que vous avez vu par exemple le cas du Niger, ça a été le cas, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les décisions qui ont été prises en amont ont créé la dissension entre les différents pays. Si on avait géré cette crise-là d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, la volonté serait là, mais il n'aurait jamais eu la force d'aller jusqu'au bout. Mais rapidement, on a pris des décisions qui étaient assez, je dirais, suicidaires. Ces décisions ont été fortes, mais aujourd'hui, maintenant, il faut faire coup d'État pour la parole. Ce qui me laisse moi un peu perplexe, c'est que les mobiles évoqués pour prendre le pouvoir par les armes, aujourd'hui, Hamzat l'a dit tout à l'heure, le spécialiste que vous avez invité, c'est la question de l'insécurité, combattre l'insécurité, les populations. William a dit les 2 tiers de Mali n'étaient pas aux mains des pouvoirs publics et c'était géré par... C'est vrai, mais aujourd'hui, lorsque nous faisons véritablement le bilan,
Est-ce qu'on le Mali a largement avancé. Oui, le Mali a avancé. Le Mali a avancé, le Burkina a avancé. Ça a avancé, mais est-ce que le problème est résolu? Vous ne donnez pas un terrorisme qui a duré 20 ans. Si en plusieurs années, c'est Franck qui a la parole. Je veux bien le relancer. Vous voulez faire un bilan en 12 mois à ces messieurs, pendant que les civils que vous applaudissez et dont vous réclamez le retour au pouvoir ont mis 20 ans à ne jamais pouvoir faire un petit pas, ne serait-ce qu'un petit pas. Tout le monde autour de cette table devrait œuvrer, devrait souhaiter que les civils reviennent. Ah non, pas tous les coups. Non, nous sommes au 21e siècle. Et moi, je pense, comme par exemple au Sénégal, c'est vrai que ce n'est pas le même cas, mais la population s'est affirmée. Vous avez vu Macky Sall qui est parti du pouvoir. Nous avons un jeune aujourd'hui qui a combien de morts? Parce qu'on leur en a donné la chance. Oui, parce que les institutions leur en ont donné la chance. Dans la population, il y en a toujours qui peuvent faire l'affaire. Et c'est cela que les populations... Moi, je pense que le peuple africain doit veiller à cela. Les jeunes aujourd'hui, on ne devrait plus se laisser manipuler. On doit toujours le faire et pas les voies constitutionnelles. Moi, c'est mon souci. Maintenant, lorsque les gens viennent au pouvoir par les armes, c'est vrai, vous allez définir la politique que vous voulez appliquer pour résoudre les problèmes, mais avoir un délai pour rester. On ne doit pas dire... Aujourd'hui, il a 8h57. Quand le trio va partir du... Autant ils viennent démocratiquement et ils tripatouillent la constitution. Autant ils saccagent la démocratie. Et quand vous avez Paris, c'est les Congolais peuvent faire. Quand on dépose les dossiers avec une constitution et qu'on vote avec une autre constitution. Dans un État. Alors, ce sont ceux-là qui vont décider de parler de Goïta. Ce sont ceux-là qui vont s'asseoir et dire que Goïta est illégitime. Ouattara est en phase de faire un 4e mandat bientôt. Ce sont ceux-là qui parlent des putschistes. Tout le monde est mal placé finalement pour faire le débat. Il n'y a que des Diomaye Faye qui puissent prendre la parole, qui puissent être les interlocuteurs. Dans un contexte comme ça, le débat est pourri. Et je dis qu'il y a des Diomaye Faye au Togo, il y en a également dans les autres pays. Que les pays leur donnent alors l'occasion, que les institutions leur donnent l'occasion. Que tout revient aux populations. Il faut que nous allumions. Non, ce n'est pas la population. Si ce qui s'est passé au Sénégal, c'est passé au Sénégal. C'est peut-être parce qu'on a tué peut-être quelques 2 ou 3 parmi eux, une vingtaine. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une institution qui a permis à ce qu'on ait un scrutin. Dans quel pays au monde il y a eu... Il faut qu'on y revienne. Demain matin, venez avec tout le plaisir et le bonheur qu'il vous plaira. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Derrière moi, la revue de presse. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. L'équipe de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est déjà au complet. Après l'élection des 3 représentants des médias au sein de l'institution, l'Assemblée nationale a désigné ces 3 représentants ainsi que le chef de l'État. Parmi les 3 derniers, on retrouve Édouard Loko qui prend la tête de la HAC pour la nouvelle mandature. Édouard Loko est l'une des figures emblématiques de la presse béninoise et c'est à juste titre que les journalistes expriment leurs attentes vis-à-vis de l'homme. Les acteurs des médias ont dit ce qu'ils pensent de cette nomination du nouveau président de l'instance de régulation des médias au Bénin et surtout les chantiers sur lesquels il doit s'investir pour faire rayonner la presse béninoise. Pour que la profession profite de ceux-là, ce n'est pas de rester assis et de les attaquer et d'attendre que la manne tombe du ciel. C'est plutôt d'aller avec des éléments concrets, des propositions, des offres. C'est en partenariat. La HAC applique la politique de l'État en matière de liberté de la presse. Des rumeurs persistantes circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et parlent du directeur général de la police républicaine dont l'épouse et la belle-sœur seraient mêlées à une affaire de commerce illicite de médicaments contrefaits. Une information démentie par le porte-parole de l'institution policière
le mercredi 3 juillet 2024 à travers une déclaration. Face à la presse, le commissaire-major Eric Oru-Yerima a rendu public un communiqué pour rappeler à l'ordre les instigateurs de cette nouvelle tout en exhortant la population à faire preuve de prudence et de discernement. Par la même occasion, le porte-parole de la police républicaine a rappelé que les personnes mal intentionnées qui se font passer pour les parents proches du directeur général de la police républicaine en vue de commettre les actes répressibles seront démasquées et répondront de leur forfaiture. Le directeur général de la police républicaine se réserve le droit d'ester en justice afin que les auteurs de tels propos soient identifiés et tenus pour responsables de leurs élucubrations. Les candidats au baccalauréat session de juin 2024 seront fixés sur leur sort dans les jours à venir. Mais en attendant, les corrections des corpus se poursuivent pour apprécier les efforts fournis par les candidats à l'examen. Les travaux ont démarré depuis le lundi 1er juillet 2024 sur l'ensemble du territoire national. Pour s'assurer du bon déroulement de cette phase de l'organisation du baccalauréat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont fait le tour de quelques centres de correction le mercredi 3 juillet 2024. Après échange avec les enseignants correcteurs, les ministres se sont dit satisfaits du déroulement des travaux et espèrent un bon résultat après délibération. La phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Le dernier vol des pèlerins pour le compte du Hajj 2024 a foulé le sol béninois le lundi 1er juillet 2024 à 21h15. À leur descente, les 293 pèlerins à bord de cet appareil ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari. Après près de 4 semaines passées en Arabie Saoudite, joie et satisfaction se lisent sur les visages. Cette année, le Bénin a été distingué par l'Arabie Saoudite pour sa bonne organisation du pèlerinage. Pour cette campagne, le Bénin a eu un quota de 2300 pèlerins. Les pèlerins qui ont profité de leur séjour à la Mecque pour prier pour eux-mêmes, mais aussi pour la paix au Bénin. Ils n'ont pas manqué d'apprécier la pertinence des réformes du gouvernement, grâce auxquelles les conditions de voyage en Arabie Saoudite pour accomplir ce pilier de l'islam ont été considérablement facilitées pour la communauté musulmane. Nous sommes très satisfaits parce que l'effort a fini par le réconfort. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour à tous. Dans la presse nationale, ce lundi, ça parle politique, économie, société, intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Les canards, parus en ce début de semaine, nous surprennent avec un comeback sur l'actualité au niveau de l'ANIP. En manchette, c'est Nord-Sud quotidien qui nous informe que la démission du DG rwandais n'est pas consommée. En réalité, c'est le gouvernement qui rapporte un démenti catégorique et formel, écrit Le Soleil Levant, qui précise que Pascal Nyamulenda demeure bel et bien le directeur général de l'ANIP. Selon les assurances de Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, la supposée démission du DG de l'ANIP est une rumeur, écrit la Nouvelle Gazette.
Fraternité aussi confirme le démenti formel du porte-parole du gouvernement à sa page 3 du jour. Le quotidien des Ménotins précise même que c'était à l'occasion d'une émission sur la radio Trait d'Union, émettant depuis le zoo que Wilfrid Léon Ngbeyi surprend tous les médias et même l'opinion publique. Parlant des médias au Bénin et des conditions de vie et de travail des journalistes, Le Soleil Levant nous informe ce matin que les parlementaires du Parti Les Démocrates sont préoccupés par la situation. En manchette, mon confrère écrit que la ministre Aurélie Adam Zoulé Zoumarou répond aux interpellations de l'honorable Baké Chabi Goro. Médias au Bénin, les députés préoccupés par le calvaire des journalistes renchérit la couronne. Dabarou aussi ne rate pas cette actualité. Amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Les députés LD invitent le gouvernement à passer à l'acte, toujours dans le même secteur, suite au limogeage de Darius Dadé, directeur général par intérim de la SRTB. Le pays émergent parle d'un échec cuisant pour la ministre du numérique et de la digitalisation. Dans ces colonnes, le journal détaille qu'il s'agit d'une navigation à vue et même d'une gestion décriée par les travailleurs. Mon confrère conclut que sous la rupture, la SRTB, média de service public, est gérée comme une épicerie. Instabilité à la tête de la SRTB, SORTB, quand la gestion surplombe et plombe la réforme, écrit Visa Info. Quid des appels à candidature, s'interroge le journal. Autre sujet maintenant avec Fraternité qui nous donne ce matin les échos des préparatifs des manifestations officielles du 1er août 2024 pour une bonne célébration de la fête de l'indépendance. La place de l'Amazone sécurisée. Le canard de Ménotin nous plonge dans l'ambiance sur le chantier à travers sa page 3 du jour. Toujours au plan national, le matinal revient sur la polémique autour de la délocalisation du plus grand marché du Bénin. Mes confrères du journal annoncent qu'un projet est envisagé sur le site de Dantokpa. En rapportant les déclarations du porte-parole du gouvernement, le journal ne donne aucune autre précision sur la nature du dit projet. En société, c'est l'emblème du jour qui met les projecteurs sur l'Office central de protection des mineurs ce matin. Le journal de Émeric Joël Alagbé souhaite l'accompagnement des bonnes volontés et salue tout de même les efforts du gouvernement mais aussi de la directrice de l'Office. En économie, rien de neuf toutefois. L'économiste fait le point des projets financés par la BAD au Bénin. Le quotidien spécialisé parle d'un portefeuille actif de 610 milliards de francs CFA. Décryptage Info parle de l'économie de l'être et nous informe ce matin que Martial Potian défend 10 principes fondateurs à l'ONU. La Relève Info aussi en parle et publie même l'intégralité de l'appel de Genève devant l'Institut de lettres. La Couronne ajoute que l'économie de lettres est désormais une priorité à l'ONU. Dans la sous-région maintenant, Dabarou évoque la tenue de 2 sommets présidentiels le week-end écoulé. CEDEAO, AES, l'intégration ouest-africaine à Lambo, écrit le journal. Fraternité semble avoir la même position sur le sujet. En Afrique de l'Ouest, 2 sommets, un immense gâchis et des impasses, dénonce le journal. À l'international, pour finir maintenant, l'autre quotidien nous informe sur les législatives en France. Mes confrères du journal annoncent que la coalition de gauche remporte la majorité en France. Le quotidien précise également que cette victoire gâche le plan de l'extrême droite. C'est la fin et à demain.